Merci Jennifer et bonjour mesdames et messieurs. C'est toujours un très grand plaisir que d'être ici à Toronto et de voir tellement de visages que je connais d'en dehors de la ville et même de la province. Donc, bien évidemment, bonjour à vous tous qui n'êtes pas de Toronto. J'ai été déçue, je dois te le dire, Jennifer. On aurait dû avoir cette réunion au Hockey Hall of Fame et ça aurait été mieux que ce Marriott. L'autre Marriott à côté de la mairie aurait été meilleur parce qu'il y a plein de gens qui sont très connus là-bas aussi, en tout cas. Alors, continuons tout de même. Vous savez que quand on y pense, l'hiver a été très, très difficile avec des tempêtes de glace, etc. Mais nous sommes forts, nous sommes des Canadiens. C'est vrai que je suis retournée des Indes, j'y ai été pendant 3 semaines. Mais en tout cas, il y a des choses qui intéressent aux Canadiens et c'est 2 choses. C'est le hockey et les soins de santé. Après le dernier dimanche, on est sûr en tant que Canadiens que le hockey est en très bon état. Voyons ce que nous pouvons faire avec la santé, les soins de santé pendant les prochaines 24 heures. Je vais vous parler de mon titre, l'optimisation et l'utilisation de la valeur de la cybersanté. Je sais que la plupart d'entre vous êtes dans l'industrie des soins de santé. Beaucoup de cliniciens sont avec nous, des administrateurs, etc. Et il vous faut bien admettre que dans les temps récents, tout l'enjeu autour des soins focalisés autour des patients sont rentrés dans notre vocabulaire. Il y a des articles dessus, il y a des stratégies que l'on a préparées là-dessus, ça se trouve dans les sites web de tout le monde, etc. Et ce qui est drôle là-dessus, bien évidemment, c'est que si on est un patient, on se demande qu'est-ce qui se passe avec les soins et on se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Ce n'était pas à propos de moi parce que du point de vue des Canadiens, il n'y a que quelque chose qui les intéresse. Ils sont intéressés à leur accès. Ils sont intéressés au fait que parfois, il faut qu'ils répètent ce qui s'est passé dans leur historique, etc., une et une autre fois. Et ils sont intéressés au fait, vous savez, que ils prennent des médicaments, disons, pendant 10 ans, il faut renouveler les choses et il faut aller encore une fois chez le médecin. On ne peut pas le faire en ligne. Et ce qui les intéresse aussi, c'est qu'ils peuvent communiquer, se communiquer avec le reste du monde et chercher des conseils sur l'Internet, et que ça prend de 2 à 3 heures de travail, du travail, il faut qu'on parte du travail ou de l'école pour aller à un rendez-vous de 5 ou 10 minutes. Il y a assez d'histoires d'horreur autour d'aspects concernant la sécurité. Les Canadiens sont inquiets, bien évidemment, mais je suis sûre que certainement la nouvelle génération de Canadiens est devenue beaucoup plus exigeante. Ils veulent participer à leurs soins. Les Canadiens veulent être une partie de l'équipe. Ils veulent être une partie de l'équipe de façon conjointe et de faire des choix intelligents basés sur les preuves. Bien évidemment, rien de ceci ne peut se passer que de dire soins focalisés autour du patient n'est qu'un concept. Beaucoup d'entre vous êtes des praticiens parmi nous. Et ça fait une décennie qu'on est là et même au début, on avait ce concept qui avait le patient au milieu et on comprenait que le patient passait par de différents points et qu'il laissait quelque part son ADN un peu partout et qu'il y avait des silos un peu partout. Alors, on se demandait comment mettre ensemble toute l'information pour qu'elle soit là pour les cliniciens quand ils en avaient besoin ou pour arriver à des diagnostics plus précis.
c'est vrai qu'il est facile d'écrire des articles concernant les stratégies et de dessiner des diagrammes et de mettre les patients au milieu. Mais tout cela n'est pas suffisant si on ne parle pas de transformer les soins et d'utiliser les TI pour apporter de la qualité. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est clair qu'il nous faut avoir du leadership. C'est évident qu'il faut de l'innovation pour le faire. Il faut se concentrer fortement aux besoins des Canadiens individuels. Et nous croyons à InfoRoute, bien évidemment, qu'une grande partie de cette solution est que d'avancer dans la cybersanté. Et je pense que la plupart d'entre vous seriez d'accord. Mais que d'avoir l'ordinateur adéquat, l'endroit adéquat, ça serait formidable. Mais ce n'est pas suffisant quand même. En soi, il est clair qu'il faut intégrer de nouvelles compétences dans le travail. Il faut améliorer l'accès, la sécurité. Il faut impliquer les patients et leurs familles dans les nouveaux modèles de soins. Et il faut soutenir la transformation qui se passe à travers le Canada. Ça, c'est essentiel. Alors, sommes-nous où il nous faut être déjà? Là, il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Oui, nous y sommes, en un certain sens, mais nous n'y sommes pas encore d'un autre côté. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on a commencé à vider les tiroirs des papiers et à préparer les composantes clés de la cybersanté, à identifier les Canadiens de façon unique ou les fournisseurs de façon unique ou l'imagerie diagnostique, etc. Si vous voyez à la droite ou à la gauche de vos écrans, beaucoup de cela est déjà là. Il y a des problèmes avec les médicaments, encore parce qu'ils ont commencé plus tard, mais on essaie d'attraper ce qu'il faut. Il y a des provinces qui doivent encore contribuer à cela et on arrivera à 100% pendant les 18 mois prochains, je pense. Alors, toute cette information, on est en train de la rendre disponible, mais ce n'est pas suffisant qu'elle soit disponible. Que faire avec l'utilisation? Un des exemples, c'est dans les soins primaires avec les DME. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'en 2007, on était à 24% et maintenant, nous sommes presque à 70%. Ça, c'est les bonnes nouvelles. D'un autre côté, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en retard du point de vue des normes internationales qui sont à 90%. Alors, il y a du travail à faire, bien évidemment. En même temps, il y a des avantages qu'on est en train d'accumuler. Et dans chaque projet qu'on finance, que ce soit télésanté, imagerie diagnostique, on a un tiers indépendant à faire des études d'évaluation. Et depuis l'an 2007, il y a 8,6 milliards de dollars du point de vue des avantages. Et c'est quoi ces avantages? C'est pas seulement qu'on est en train d'épargner de l'argent. Bien évidemment, si on se débarrasse des tiroirs, que ce soit au centre-ville de Toronto ou de Vancouver, bien évidemment, on épargne de l'espace. Mais est-ce qu'on est en train vraiment de faire des épargnes quand on réduit des médicaments inadéquats, des opioïdes inadéquats? Est-ce qu'on utilise moins de lits? Oui, bien évidemment. Mais il faut augmenter cette capacité. Il est clair que quand on réduit les opioïdes inadéquats, le fait est qu'en Alberta, qui est déjà du point de vue des DME, 70% à peu près, ils disent que la plupart des patients disent qu'ils obtiennent les résultats de labo beaucoup plus vite et qu'il ne faut pas répéter des tests parce qu'on les trouve maintenant. Un des grands avantages, c'est que Télésanté est maintenant dans le courant principal et il y a 300 000 kilomètres de moins qui sont voyagés par les patients grâce à Télésanté maintenant pour pouvoir faire des consultations. Alors, il est clair qu'il y a des avantages, mais franchement, ce n'est pas suffisant. Là, vous pouvez voir une étude
qu'on a demandé à l'université St. Mary's de faire pour nous. On pourrait imprimer les résultats. Ils ont regardé les pratiques de DME et ils ont fait un test par où on disait: est-ce que vous pouvez nous trouver des patients avec 6 genres de soins préventatifs ou de suivi, les vaccins, par exemple, les patients souffrant de diabète qui ont besoin de tests, et peut-être un médicament qu'il faut enlever des magasins. Et ils ont trouvé plusieurs patients. Et il est clair que une atteinte proactive en ce moment n'est pas encore suffisamment bonne. Mais c'est intéressant que même dans le monde numérique, beaucoup de cliniciens disent: vous savez, les chercheurs, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. On est accoutumé à travailler avec le patient face à nous et à prendre soin de ses besoins. Alors que d'atteindre de façon proactive des patients ou un suivi, ce n'est pas une partie de notre pratique régulière. Alors, je suppose que l'étude nous montre qu'ayant la capacité d'un DME, c'est important, mais la culture, en ce qui concerne ce que s'attend la population, est importante aussi, et il faut pouvoir utiliser le DME de façon adéquate et suffisante. Il y a une autre étude que vous avez vue peut-être, un sondage fait aux médecins par où on voit que 3/4 des médecins de famille allèguent qu'ils obtiennent de la valeur, oui, et que leurs pratiques ont amélioré avec les DME, et il y en a un quart qui ont dit qu'il n'y a pas de changement. Et s'il faut regarder d'autres analyses supplémentaires du même sondage, vous pouvez voir que les choses s'améliorent tout le temps. Le côté beaucoup meilleur s'améliore. Et cela vient aussi du côté des pharmaciens qui, pendant des années, utilisent les systèmes d'information concernant les médicaments. Ils disent qu'avec le temps, leur qualité améliore, leur productivité améliore aussi, etc. Donc, je suppose que la question qu'il faut que nous nous posions à nous tous est: comment réduire cet échéancier? Comment accélérer ce processus? Comment faire que les cliniciens obtiennent des gains de qualité beaucoup plus vite? Il faut que vous pensiez, je pense, à cette question. Parce que, d'une certaine façon, c'est la partie centrale de ces 24 heures qui nous attendent. Mais pensez en même temps au fait que nous travaillons avec des sables qui changent. Il y a eu beaucoup de changements dernièrement technologiques, que ce soit la vitesse des réseaux, les appareils portatifs, les ordinateurs portatifs. On a un changement dans les attentes. Il y a des changements dans les rôles, les étendues des pratiques, de nouvelles équipes, une nouvelle façon de comprendre comment se passent les risques. Alors, à cause du fait que les choses changent et du fait qu'il y a de nouvelles tendances, on a décidé d'aller en arrière et de refaire un sondage en parlant à beaucoup de parties prenantes et leur demandant, si on va vers l'avant, quelles sont quelques-unes de vos priorités? Et il est devenu clair très rapidement qu'ils avaient ces 6 priorités. Une vie saine, l'accès aux services, des soins axés sur la personne, la continuité des soins, l'amélioration de la qualité et une plus grande efficience. Il y a beaucoup de gens ici du Conseil de qualité, des gens des ministères, et je suis sûre que vous pouvez tous comprendre ces 6 points-là. Ça sera partout, dans votre mission, dans votre mandat, dans votre site web, dans vos objectifs, etc. Mais pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Comment interprétons-nous ceci?
du point de vue des opportunités, des occasions, pardon, dans le monde numérique. Et on a développé 5 possibilités d'intervention. D'abord, les grands magasins auraient des couloirs et des couloirs d'appareils de contrôle. Et il est clair que les études ont montré que de pouvoir traiter les gens chez eux qui souffrent de diabète ou d'insuffisance cardiaque ou qui souffrent d'autres choses, ça réduit les hospitalisations de 15 %. Et en plus, les patients adorent ça, ils doivent voyager beaucoup moins. Et quand on fournit un accès amélioré, les Canadiens veulent 4 choses. Ils veulent pouvoir renouveler leurs ordonnances en ligne, ils veulent pouvoir faire des rendez-vous en ligne, ils veulent faire des consultations virtuelles et ils veulent de l'accès à leur information. Peut-être pas tout, mais certainement les résultats des labos en même temps que les médecins les reçoivent. Ils veulent aussi les dossiers des vaccins des enfants et parfois les historiques concernant leurs médicaments. Alors, bien évidemment, il y a de nouveaux modèles, que ce soit des équipes de santé de famille ou les nouveaux liens de santé desquels on parle dans cette province. Et vous allez être face à la même page, la continuation du DME. Maintenant, du point de vue d'améliorer la sécurité des patients, il y a des choses ayant à voir avec le SIEO, par exemple, mais on arrive où avec la réconciliation médicale, surtout à travers les différents secteurs? Il faut se le demander. Et finalement, il s'agit d'un réseau de santé à haut rendement. On veut des données et on est assez lent là-dessus. Et je vous ai donné cet exemple du DME. Alors, du point de vue clinique et du point de vue administratif, il faut prendre en considération ces bases de données. C'est extrêmement important. Maintenant, une autre chose desquelles j'ai parlé dans cette diapo, c'est que partout au Canada, quelque part, au Canada, ces innovations sont en train de se passer. Et n'importe où que ce soit, les récipiendaires de ces innovations sont en train d'obtenir les avantages. Alors, si quelqu'un vous dit « le futur est là », mais ce n'est pas distribué de façon égale, c'est clair. Et Don Berwick l'a dit encore mieux. Il a dit, c'est mieux pour tout le monde lorsque les TI sur la santé sont utilisés de façon concrète. Est-ce que c'est suffisamment bon? Est-ce que c'est là pour tout le monde, pas pour ceux qui ont de la chance? Et la raison, c'est que c'est ardu. Passer des anciens systèmes sur papier aux TI modernes représente un énorme changement. C'est vraiment une nouvelle culture et on n'y arrive pas en un pas seulement. Alors, la question que je vous pose quand on est en train de commencer maintenant, c'est avec combien de pas peut-on arriver là et quels sont ces pas et ça va prendre combien de temps? Et c'est vraiment l'essence et l'objectif de ce symposium, que de mieux comprendre la possibilité de permettre une meilleure qualité, un meilleur accès et une amélioration dans l'expérience des patients à travers la cybersanté. Comment mieux comprendre ce qu'il faut faire pour atteindre cette promesse et avoir un nouveau sens de propos et de faire que les avantages deviennent une réalité pour les Canadiens. Je vous remercie beaucoup.